vois la plante. Je la vois la plante. Mais c'est chaud pour y aller. Allez, on peut le faire. Ouais. Dis-moi Baptiste. Ouais. Pourquoi est-ce que deux grimpeurs moyens, deux botanistes inexpérimentés, pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire un film sur l'escalade et la botanique? Bah, je sais pas si ça te l'a fait toi, mais moi j'ai l'impression qu'en montagne, les gens ils sont sensibles un peu à la beauté des grands paysages, mais parfois un peu moins à celle des petites plantes qui sont un peu discrètes. Surtout les grimpeurs en fait. Ouais, surtout les grimpeurs, c'est ça. Donc, on va essayer de vous montrer qu'il y a tout un monde caché sous vos doigts. D'ailleurs, ça vous dirait de venir grimper avec nous? Identifier des plantes? Yes. Il nous manque juste une falaise avec des plantes en fait. Ouais, mais pour le lieu, je suis pas encore sûr. Mais je sais, on peut trouver de l'inspiration. Yes, nickel, on y va? Allez. Vous avez grimpé sur un tas de cailloux, voilà, que d'ailleurs pas grand monde connaît, perché là-haut, tout en haut de la grande vallée quand on remonte la Grave et tout, on passe par la Beige, on arrive là-haut au col du Lautaret, on a laissé tous les granites magnifiques, les gneiss sur lesquels on n'a qu'une envie, c'est de grimper, puis tu arrives au col et là tu vois un petit massif là qui ressemble à rien du tout. C'est du caillou gris, un peu blanc, un peu rouge, c'est du calcaire quoi. Du pauvre calcaire perché au sommet à quasiment 3200 mètres. Et là, en fait, t'as pas fait le voyage pour rien. C'est pas que tu vas passer toutes tes vacances, il n'y a pas un milliard de choses à faire, mais quand t'es là, eh ben, t'es dans un coin qui est sauvage. De loin, t'as l'impression que c'est une ruine, que c'est que des pierriers, qu'il n'y a rien à y faire, que... voilà, qu'est-ce qu'on va aller chercher des prises à serrer, quoi. Ben, en réalité, elle est super beau. Et puis t'as des endroits, la nature, elle a fait des trucs grandioses. La tour Termier, par exemple, là, c'est super. Ça s'élève comme ça fait 300 mètres de haut. Là où en bas tu marches dans les pierriers tout pourris, bah t'arrives, bah, tu tombes sur du caillou qui est compact. T'as vachement de prise verticale, c'est déstabilisant. Tu vois, la roche a été tordue vers le haut, puis t'as des gouttes d'eau à des endroits. Tu te dis, c'est merdon. Ah, c'est ça, vous allez aller grimper au Cers. Puis vous allez à la tour Termier et vous allez faire feu sacré. Ça fait 300 mètres, c'est ED. Voilà, vous avez le niveau. Vous allez peut-être vous prendre une petite claque si vous partez trop la faire au fusil. Mais vous devrez vous faire vraiment plaisir. C'est un beau coin. On va trouver des plantes dans la section. Des plantes. Et si tu veux chercher des plantes, tu vas chercher du caillou, mais les seules plantes que tu vas trouver, c'est les mauvaises plantes qui poussent au milieu du caillou, là. Je t'ai dit, c'est sauvage, hein. Donc, bilan des courses, tu dois emmener un petit sécateur.
Non, la réalité, c'est que tu vas trouver des belles plantes d'altitude. Ça va être des pures conditions, il y aura encore de la neige au lointain. Tu vas te régaler, ouais. Et puis la plus belle des plantes, ça va être vous deux. Vous allez arriver au sommet, vous serez libre et vous envolerez. Et là on a trouvé une petite fleur blanche assez jolie qui défie un peu le vide, un peu comme nous les grimpeurs. Par contre j'ai aucune idée de ce que c'est, donc on va utiliser la solution dans ces cas-là, le Flora Verticalis, un petit livre d'identification des fleurs de falaise qui est comme vous pouvez voir classé par couleur. Donc pour les débutants c'est assez sympa. Et donc on va essayer de trouver ce que c'est. Alors elle a 1, 2, 3, 5 pétales qui sont séparés. Le seul truc c'est que les critères sont pas toujours très précis. Il y a le Silène des rochers qui ressemble un petit peu. Cependant on voit que les fleurs sont beaucoup moins échancrées. Donc je ne pense pas que ça soit ça. On va continuer. Le Céreste à feuilles raides est une plante à grandes fleurs blanches et feuilles étroites d'au plus de 2 cm de long. Donc ouais, ça correspond assez bien pour l'instant. Ces dernières sont assez velues, parfois un peu glanduleuses, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des petites boules au bout des poils. Dans ces cas-là, heureusement, on a toujours le meilleur ami du botaniste. C'est une loupe, bien sûr. Hop. Donc ici, ce qui est très pratique, c'est que je n'ai pas de pendentif pour l'accrocher. Donc à tout moment, elle peut tomber et adieu l'identification et adieu la loupe. Alors, sans les lunettes. Ouais, elle a bien des poils complètement glanduleux. On voit bien la loupe, les petites boules au bout des poils. Certaines plantes sont fragiles et mieux les connaître, ça peut aider pour les préserver. Ici on a trouvé un véritable petit trésor, l'emblème suisse, l'Edelweiss ou Edelweiss, je ne sais pas. Très jolie, très laineuse. Ici on peut voir qu'elle n'est pas complètement en fleurs. L'inflorescence a déjà poussé, mais la fleur ne s'est pas ouverte. Et en fait, quand on parle de fleurs, c'est le petit bout jaune ici. Il y en aura plusieurs normalement. Donc c'est une fleur de la famille des Astéracées.
est composée, c'est-à-dire qu'en fait cette fleur jaune sera composée de plein de petites fleurs tubuleuses. Les grands espèces de pétales qu'on voit ici autour, qui sont tous les nœuds, ne sont pas des pétales, ce sont des bractées, des petites feuilles qu'on trouve sous la fleur. Et donc c'est un piège à insectes. En fait, elle fait croire aux insectes qu'elle a plein de grands pétales, mais en fait c'est une vraie arnaque. Mais bon, on est en montagne, il n'y a pas beaucoup d'insectes, donc il faut bien se débrouiller pour pouvoir les attirer. Ah, ça c'est sympa. Un petit coussin de Silenacol. Vous avez peut-être remarqué. Elle pousse très bas, à ras du sol, de façon très serrée. Cette morphologie, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout en montagne. Le but, ça va être de tamponner les effets de l'altitude. C'est-à-dire que quand il fait chaud dehors, il fait froid à l'intérieur. Quand il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur du coussin. Et pareil pour le dessèchement. Quand il fait très sec dehors, cette forme, ça va permettre à la plante de garder l'humidité. Vous avez peut-être remarqué aussi, mais elle n'est pas toute seule, la petite Silène. Elle a plein d'amis qui se sont implantés à l'intérieur. Là, on voit un petit saxifrage, et puis là, un petit genépi bien odorante. Ce phénomène, c'est quelque chose qu'on appelle la facilitation. C'est-à-dire que le coussin, il produit un environnement qui est favorable aux autres espèces, et du coup, les graines vont venir s'implanter à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est répandu en montagne, qu'on va voir sur plein de coussins différents. C'était quoi ça? C'est un caillou. J'espère que je me prends pas un truc sur la tronche là. Ok, ce qu'on pourrait remarquer, si on regardait de plus près, c'est que ce coussin, en fait, c'est un écosystème miniature. Et on peut souvent trouver des petits collemboles ou des petits insectes qui vivent à l'intérieur et qui interagissent avec les différentes espèces qui sont implantées dans ce coussin. Je vous présente le roi des Alpes. C'est un petit bourraginacé qui ressemble à une plante qu'on connaît un peu plus, le myosotis, sauf qu'il est petit, il est poilu et on ne le retrouve que au-dessus de 2500 mètres. Son nom plus commun, c'est l'Erythrich nain et c'est une espèce qui est endémique des Alpes. Les petites poils qu'on peut voir sur cette plante, c'est pour réfléchir les UV, réfléchir la lumière, pour pas que la plante se fasse cramer en haute altitude. Ça a double fonction aussi, parce que du coup ça permet de retenir l'humidité et de réduire le dessèchement. Ok, c'est un peu comme une crème solaire en fait. C'est un peu comme une crème solaire végétale. Voilà. Là, on est arrivé au point clé sur la CETA. Ça n'a pas l'air très facile. Ouais, tu la sens toi, Baptiste? À peu près, on va dire. Ok. Ça fait longtemps que je me suis pas fait dérouiller dans une voie bien dure, donc l'heure est venue. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de CETA. Je me rappelle plus la dernière fois que j'en ai sorti en falaise, donc ça va être rigolo, pareil, je pense. on va bien s'amuser.
je suis tellement tombé. Il faudra que Finn il enchaîne, on l'a validé. Rappelle-toi la réglette en haut à droite un peu caché. Il est où le gros bac? Tu l'as pas la grosse fissure? À gauche? La grosse faille? Juste là, tu dois l'avoir, elle est juste devant toi. Ah ouais. Eh ben, dur hein? Ouais. Enfin pour nous. Et un set à flash. Hop. Ici on a trouvé une petite androsace assez jolie. Je sais pas laquelle c'est, ça pourrait être 2 je pense, donc je vais vérifier. Le critère pour être sûr à 100% de laquelle c'est les poils. Sur helvétique ils sont droits et raides, alors que sur l'androsace pubescente ils vont être plus un peu en forme de fourche. Donc on va regarder ça. Ouais, ils sont bien droits, donc c'est bien Androsace helvetica. Et ça correspond bien aux autres critères qu'on a, donc les feuilles très courtes et resserrées. Ouais, elle est jolie, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un genre de saxifrage. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait le savoir. Donc je vais prendre un petit échantillon et puis on verra bien si c'est la déterminée.
Ça va Camille? Bah ouais, bien et vous? Ah ouais, nous ça va bien. Écoute, on a trouvé une petite plante, Ouais. on sait pas trop ce que c'est. On s'est dit que peut-être toi, grand expert, tu peux l'identifier. Vous avez ramené un échantillon? Ouais, bien sûr. Très bien. Tiens. Merci. Ah bah ouais, carrément. Vous avez trouvé ça du coup en falaise, en milieu rocheux. Ouais. Une petite fissure en forme de coussin. Ouais, c'est le saxifrage à feuilles opposées. Ah. Là, vous pouvez voir, il a bien les feuilles opposées. Et puis c'est un des deux communs du coin qui a les fleurs roses, Ah, roses ouais. violettes. Et je sais pas si vous le savez, mais c'est la plante qui pousse le plus haut en Europe. Ah ouais? Et ouais, parce qu'il a été récolté assez récemment, quasiment au sommet de la Meige, et au-dessus de 4005 dans le Mont Blanc, Waouh. en face sud. C'est une plante qui résiste hyper bien au froid. Bah ouais, clairement, parce qu'il y a des études récentes qui ont été faites sur cette plante, et notamment en hiver, les parties racinaires sont capables de survivre à moins 180 degrés, alors que c'est un froid qui n'est même pas censé Moins exister 180 à l'état naturel. Ah ouais. Waouh. Donc c'est vraiment adapté à ces milieux d'altitude. Ah, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Camille. Bah je vous en prie. Et en tout cas, félicitations pour le jardin. Hein. Merci. C'est magnifique. Ouais, on Ah s'est bah. baladé un petit peu, on a fait un petit tour, c'est incroyable. Ouais, merci beaucoup. Hein. Mais vous savez que c'est, enfin vous le savez sûrement, mais c'est pas que un jardin, c'est aussi un lieu de recherche. On accueille des chercheurs toute l'année qui travaillent sur plein de thématiques, et le jardin permet de les accueillir ici dans de bonnes conditions pour travailler sur des sujets d'écologie, sur tous les changements climatiques. Ici, nous sommes sur le site d'une expérimentation qui s'intéresse aux effets du changement climatique sur les écosystèmes alpins. C'est la même qui se déroule dans 12 sites du monde. Donc ici, nous sommes le site des Alpes françaises, parmi d'autres sites, par exemple au Japon, en Suède, aux États-Unis, en Australie. Cette expérimentation, en fait, elle cherche à mimer les effets du changement climatique sur donc les végétations et les sols alpins. Donc l'idée ici, c'est de chauffer la végétation. Donc vous voyez, on a des systèmes de petites serres. Elles sont toutes petites, mais elles sont très efficaces, puisqu'elles nous permettent d'augmenter la température de 2 degrés dans l'air et dans le sol, pour simuler ce qu'on attendrait d'ici entre 30 et 50 ans. On regarde non seulement l'effet du réchauffement, mais comment les plantes vont interagir entre elles. Non seulement on a réchauffé la végétation, mais dans certaines, donc la moitié en fait des échantillons de cette expérimentation, on enlève des plantes qui ont tendance à dominer les autres, et on voit si le fait de les enlever, ça laisse des chances aux autres de mieux s'adapter au changement climatique. Donc cette expérimentation, elle a débuté il y a 1 an maintenant, et elle est censée durer au moins 5 ans, puisque ce type d'effet, on n'attend pas qu'il soit instantané. Et l'intérêt, ça sera donc de comparer les résultats de cette expérimentation sur différents continents, différents pays, avec des végétations très différentes. Nous avons la chance d'avoir ici des végétations qui sont très très diversifiées. C'est en fait le site parmi les 12 pour l'instant qui a la végétation la plus diversifiée, donc on aura vraiment les effets de ce réchauffement climatique sur la biodiversité. Les marmottes sont des animaux extrêmement territoriaux qui ont une organisation sociale complexe qui implique des liens très forts entre les individus. Le projet sur les marmottes au niveau du col de l'Eutarès, c'est suivre plusieurs populations à différentes altitudes afin d'avoir une idée de ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Donc pour ça, on suit une population au niveau du col qui est donc à 2100 mètres. On suit une population au niveau du col de Galibier qui se trouve à 2600 et quelques. L'idée étant d'avoir des conditions climatiques contrastées et du coup de pouvoir prédire ce que le réchauffement climatique va faire sur les populations de marmottes en termes de dynamique de population, mais aussi en termes comportementaux et en particulier en termes d'organisation sociale chez cette espèce, qui est une espèce éminemment sociale. We put these traps out that have like 2 doors, and then we put some bait. That's basically horse food that we use. These traps have a pedal that once they are attracted by the bait, they step on it, then the 2 doors close. Les animaux
animaux ne peuvent pas rester des heures et des heures dans une cage non plus. Il faut faire ce qu'on appelle des tours de marmotte, donc vérifier chaque cage toutes les demi-heures pour savoir si oui ou non il y a une marmotte dedans. S'il y a effectivement une marmotte, on va la sortir de la cage, la mettre dans un sac de contention, donc un espèce d'entonnoir dans lequel la marmotte va venir se coincer. That's why it's very important to keep this tight. Once they are in the bag, the first thing that we do is the weight. We see how heavy they are. The individuals that are fatter, they are probably doing better than the individuals that are skinny. We take hair, mainly for DNA analysis. We estimate who is related to who, because we see that in marmots, the relationship is important. On utilise un transpondeur qui est le seul identifiant qu'elles arrivent à garder vraiment toute leur vie et qui correspond à, entre guillemets, leur nom, prénom, donc de chaque marmotte. Et ensuite, on va également les marquer avec des bagues aux oreilles, donc à droite pour les dames et à gauche pour les garçons, de manière à pouvoir reconnaître de loin au moins les sexes des individus et l'âge, puisqu'en fonction de l'âge, ils sont plus ou moins corpulents, donc on peut reconnaître les marmotons, les juvéniles et les 2 ans. Finally, we take blood. We can understand about hormones of individuals, and then you can associate that with how aggressive an individual is, proteins in the blood, and you can access health. I mean, blood can give you a lot of different answers. Là, on vient de finir une cissée un peu galère, avec en plus de la pluie, un petit peu de grêle pour nous accompagner. Donc c'était pas facile et on a bien froid. Heureusement, pour se consoler, on a des petites saxifrages qui sont en fleurs. C'est le saxifrage paniculé, Saxifraga paniculata. Saxifraga, ça signifie briseuse de rocher, parce qu'elle pousse souvent dans les fissures de roche. Elle ressemble un petit peu à la joubarbe, vous voyez, avec un peu les feuilles basales en forme de rosette. La différence, c'est que pour la saxifrage, il y a une inflorescence qui sort de ces rosettes et qui pousse, comme vous pouvez le voir. Alors que chez la joubarbe, ça va être l'ensemble des feuilles qui va monter en floraison en fait. On est bientôt arrivé là, donc je vais repartir avant que la pluie ne revienne nous embêter. Allez. T'as vu ça? On dirait un buisson. Ça c'est un arbre en fait. Un arbre? Ouais. En fait c'est un saule. Celui-là c'est Serpillifolia. Serpillifolia? Ouais, Salic Serpillifolia. Mais en fait il a des feuilles qui ressemblent un peu au serpolet. Ah oui, c'est un serpolet. Et du coup il pousse au ras du sol et il grimpe les murs comme ça. Comme les coussins qu'on a vus, c'est quelque chose de courant en montagne de pousser au ras du sol, très petit. Au final ouais c'est une bonne adaptation pour la montagne. Petite convergence évolutive. Carrément. Vu la taille de ce machin, il doit être hyper vieux. Vu la largeur de sa racine, je pense qu'on peut facilement partir sur du 200 ans. C'est vrai qu'en plus, plus il est en altitude, plus il pousse lentement. Et là, on est à très haut en altitude. Là on est haut, ouais.
Victoire! Ah putain. On a réussi. Bon, bah, j'espère que ce voyage dans le vertical vous a plu autant que nous. En tout cas, une belle journée. Ouais, et une belle voix. Ouais, il y a des jolies plantes aussi. Carrément. On espère que vous avez été assez attentifs pour rappeler du nom de cette petite plante là. C'est un petit coussin de sélénacole. Que du coup maintenant vous ferez un petit peu plus attention aux plantes de montagne et de falaises que vous pouvez voir à droite à gauche. Le soleil commence à se coucher, donc nous, on va pas tarder à y aller. C'est parti!